La seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actu de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et si vous nous prenez en cours, eh bien, je vous les représente très rapidement. Laure Simoes, directrice éditoriale pour Cartooning for Peace. Thomaïs Papayannou, correspondante pour la télévision publique grecque ERT Télévision. François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine. Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express. Donald Trump, Hillary Clinton, ce sera le duel pour la présidentielle américaine du 8 novembre, à part grosse surprise. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le républicain n'a plus personne sur sa route. Ted Cruz et John Kasich ont jeté l'éponge cette semaine. Quant à Hillary Clinton, eh bien, son avance est telle sur Bernie Sanders qu'elle est assurée d'être investie. Et les attaques eh bien, ont commencé. Donald Trump est le candidat du je ne sais rien. C'est un homme qui ne se sent grand que lorsqu'il a tenté de rendre les autres petits. Il n'est pas le commandant en chef dont nous avons besoin pour sécuriser notre pays. Sa politique intérieure mènera à la récession et sa politique étrangère rendra notre pays et le monde moins sûrs. Raciste, xénophobe et fanatique. Tout le monde m'aime. Narcissique à un tel niveau, du jamais vu dans ce pays. Il a vraiment besoin d'une thérapie. Thomaïs Papayannou, vous attendiez une telle affiche? Oui, absolument. Comme on dit, j'attends tout des Américains parce qu'ils ont fait plein de surprises. Même Ronald Reagan, qui était un acteur, est devenu président de la République, président des États-Unis 2 fois. Donc, bien sûr, c'est. Par contre, je ne suis pas certaine qu'on peut évacuer l'idée qu'il ne devienne un jour président des États-Unis. Hein. Tout le monde dit non, des fois, Hillary Clinton va forcément perdre. Or, il faut toujours attendre à des grandes surprises. C'est un homme qui a su aller avec son temps, c'est-à-dire abaisser énormément le débat, parler comme on parle à la télévision américaine, et humilier l'adversaire autant qu'il peut. Et vraiment, il a joué les jeux comme à la télévision américaine, comme les Américains sont habitués, winners and losers tout le temps. C'est vraiment quelqu'un qui a su humer en quelque sorte l'heure du temps et comprendre et voilà, s'imposer. Par contre, voilà, comme vous avez dit, Hillary Clinton sait comment manipuler maintenant l'adversaire en disant regarde mon gars, tu es vraiment trahi par des tiens et donc il va falloir recomposer ton attaque vers moi et puisque tu es si médiocre, comment tu vas m'attaquer? Et ça sera intéressant de voir la suite parce que même Hillary Clinton n'a pas brillé par son excellence lors de la campagne contre Bernie Sanders. Donc j'imagine que ça va être très intéressant, surtout que Paul Ryan, le chef de file du Congrès, a aujourd'hui encore dit que il n'est pas sûr de soutenir Trump. Voilà, qu'il va pour l'instant. La famille Bush aussi, que ce soit le père, que ce soit le fils, eux aussi ils sont contre. Vous voulez ajouter quelque chose à Vincent? Oui, règlement de compte dynastique. Qui n'ont pas pardonné à Trump les vilainies dont il a bombardé Jeb Bush, éphémère candidat, fils de l'un, frère de l'autre. S'agissant de Paul Ryan, petite ambiguïté dans son propos. Si on le cite, je ne suis pas encore prêt à le soutenir. Ça veut dire que si la survie du Grand Old Party en dépend, il se fera peut-être violence. Dana Milbank, éditorialiste du Washington Post, plume politique connue aux États-Unis, a eu la grande imprudence, voilà quelques mois, d'écrire ceci. Trump va perdre ou je mangerai cette page de journal. Elle est en train d'étudier les modes d'accommodement et les sauces qui conviendraient pour qu'elle tienne sa parole. Elle va manger une page de son journal. Elle incarne, d'une certaine manière, cette sous-estimation de l'audience, de l'impact du phénomène Trump dans l'Amérique d'aujourd'hui. Et autre sous-estimation, y compris, je crois, du côté des experts européens, l'exaspération que suscite Hillary Clinton en dehors de East Coast et des grandes métropoles patriciennes de l'Est. Prenons un exemple très simple et très récent. On voit là sur les images, casque de mineurs, etc. Trump dit aux mineurs « Je vais créer des emplois ». Il va en Virginie occidentale, lui dit « On vous explique que vos puits n'ont plus aucun avenir. Moi, je vous dis, je vais créer des emplois ». Et il rappelle une énorme boulette de Hillary qui dit en mars dernier à propos d'un colloque sur les énergies renouvelables. Et d'ailleurs, nous allons en supprimer des emplois de mineurs, comme s'il fallait s'en prévaloir. Évidemment, Trump surfe là-dessus. François Dorcival, est-ce que c'est... La situation est très bien résumée par très bien. Confrères. Oui, mais alors moi, je vais en poser une. Manuel Valls, le Premier ministre français, a dit aujourd'hui que c'était un mauvais homme. C'est un mauvais homme. Mais ça, je Est-ce que vous êtes d'accord? De quoi? Donald Trump. Mais écoutez, c'est un sale type, en d'autres termes. Mais en politique, c'est pas comme ça qu'on juge. On est élu, on n'est pas élu.
On ne dit pas ensuite c'est un mauvais, c'est un bon. C'est au résultat qu'on le dira. Quand on se replace, non pas à 6 mois comme Vincent le faisait avec l'éditorialiste du Washington Post, mais il y a 1 an, quand Trump est parti en campagne, qui pouvait parier sur lui? Personne. C'est un self-made man à l'américaine qui a tout construit sur... Il a hérité d'une fortune assez importante. Qui a tout construit sur sa fortune personnelle, dans l'immobilier. Et donc, c'est un Américain typique. Il a utilisé toutes les recettes et formules que vous avez, il y a un instant, énumérées. À partir de là, il a nettoyé les autres. Il y a bien un motif pour lequel il les a nettoyés. Alors que tous les adjectifs dont vous parlez il y a un instant, on les a déjà utilisés, y compris sur ce plateau, notamment au moment où il y a eu ce débat sur sa femme et les femmes en général. Tout ça aurait dû le démolir. Aujourd'hui, il est seul. Donc une nouvelle campagne commence. Ça dit quoi de l'Amérique? Ça dit quoi justement de l'Amérique? Le fait que malgré toutes ces gaffes, malgré tout ce qu'il a dit sur les femmes, malgré ce qu'il a dit sur les musulmans, malgré ce qu'il a dit sur les immigrés, etc., dans les propos les plus extrémistes, eh bien, il soit seul aujourd'hui. Parce que il y a un climat aussi d'humiliation. Les États-Unis ne supportent pas d'avoir perdu le monopole de la puissance. Ils ne supportent pas le fait que le monde entier leur dispute cela. Et d'ailleurs, Obama, dans son dernier discours de l'État de l'Union, le dernier de son mandat, dit quelle est la plus grande puissance du monde? C'est les États-Unis, point final. Et le discours de Trump, c'est celui-là. Or, dans ce domaine, il est en face d'Hillary Clinton et la campagne de Bernie Sanders contre Hillary Clinton n'est pas moindre que celle d'un certain nombre de républicains contre Trump. Et en plus, Bernie Sanders a été soutenu par une vague de jeunesse, de génération toute jeune et de population modeste. Vous avez les qui sont allés soit chez Bernie Sanders, soit chez Trump. Et donc, la campagne, elle va être très compliquée et très intéressante, mais c'est maintenant qu'elle commence. Un mot pour vous dire, je vais vous faire réagir, un mot pour vous dire, parce qu'on l'apprend à l'instant et c'est sans surprise, hein, c'est en effet Sadiq Khan, le travailliste qui vient d'être élu à la mairie de Londres. Il a battu le conservateur Zach Goldsmith. C'est ce qu'indique la chaîne de télévision Sky News. Sadiq Khan, donc, qui succède à Boris Johnson et qui devient le premier maire musulman d'une grande capitale européenne. On aura l'occasion évidemment d'en reparler tout au long de la soirée sur France 24. Thomaïs Papayoanou, vous voulez réagir à ce que venait de dire François Dorcival sur cette campagne américaine? Absolument. Cette fois-ci, les enjeux ne sont pas internationaux pour les Américains. Ils s'en fichent complètement de ce qui se passe au monde. C'est l'économie qui importe énormément et leur état, leur niveau de vie. Le niveau de vie des Américains a baissé au niveau des années 70. Les gens sont pauvres, se sentent pauvres. Ils sentent que le rêve américain, c'est du pipeau, n'existe pas et qu'ils n'auront jamais la chance, comme dans les passés, de monter cette échelle sociale qui est plus facile aux États-Unis qu'en Europe. Et Bernie Sanders a très bien résumé auprès des jeunes le désespoir qui existe dans une génération qui est endettée jusqu'à la moelle parce qu'il faut faire des études et il faut emprunter lourdement pour survivre à l'université. Ensuite, il faut faire des prêts pour acheter une maison. Et après, c'est une succession. Ils ne sont pas assurés. Il faut payer une assurance extrêmement chère. Et surtout que le niveau de leur vie n'a pas augmenté, ils ne se sentent plus prospères. Et vous avez vu les mineurs, ils sont désespérés. En West Virginia, ce meeting, c'est vraiment des gens qui savent que c'est leur dernière chance. Donc, ils sont accrochés, comme nous en Europe, aux extrêmes droites, plus ou moins extrêmes. Et ils sont accrochés sur Trump en espérant que peut-être lui, leur dernier espoir, donner un peu d'emploi. Laure? Oui, un petit point donc sur la situation électorale, avec une série de dessins, à commencer par ce premier dessin de Kaggle, de Kaggle Cartoons, où on voit un Trump victorieux, au-dessus d'un parti républicain qui est complètement abattu de cette victoire de celui qui est pourtant leur candidat. Alors, un autre dessin de Badeau, dessinateur canadien. C'est aussi simple, ça paye pas de mine, mais en même temps, c'est efficace. Deux croix. Voilà, Cruz, deux croix, une croix dessinée sur la croix de Cruz. Voilà, c'est simple, mais il fallait y penser.
Cet autre dessin, toujours de Kaggle pour Kaggle Cartoons. Voilà, on voit une Hillary Clinton qui s'acharne à enterrer maintenant Bernie Sanders. C'est pratiquement fait. Mais enfin, qui sait, il n'a peut-être pas dit son dernier mot aussi. Il résiste, oui. Il résiste, Bernie Sanders. On l'a vu dans l'Indiana d'ailleurs. Il a remporté la primaire de l'Indiana et contre toute attente. Exactement. Donc il est quand même encore un peu là. Un autre dessin de Danziger pour The New York Times qui est assez savoureux aussi. La pilule est en effet très lourde à avaler pour les républicains qui sont carrément obligés de se passer le nez pour avaler ce sirop au goût. Et puis, enfin, j'aime beaucoup ce dessin aussi de Maureen pour Miami Herald. Alors lui, Maureen se projette un petit peu. En cas de victoire du candidat Trump à la Maison-Blanche au moment de prêter serment, ça donnerait quoi? Ça donnerait ça. On voit évidemment Melania en fond. Levez la main droite et placez votre main gauche sur, non pas la Bible comme il est habituel de faire, mais sur The National Enquirer, qui est l'un des principaux tabloïds américains. Donc on disait, qu'est-ce que ça dit de l'Amérique quand même? Une forme d'appauvrissement, on peut quand même le dire. On peut quand même le dire. Et donc il y a Kishka qui quand même, avec ce magnifique dessin, veut quand même rendre hommage aux super-héros américains. Il en fait une parodie excellente avec un capitaine Hulk trumpisé. On reconnaît Hillary Clinton en Wonder Woman. Voilà. Et puis alors il y a Bernie Sanders en Spider-Man. Et puis un Obama en Batman un peu abattu parce que quand même quel drôle d'héritage il laisse derrière lui. Et puis il en a profité pour mettre d'autres petits personnages. On le reconnaît celui-ci. Et puis voilà. Allez, on va parler de la Turquie. Il veut tous les pouvoirs. Il ne s'en cache plus d'ailleurs. Son Premier ministre a annoncé jeudi sa prochaine démission et dès le lendemain, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à un référendum pour une réforme constitutionnelle qui lui donnerait plus de pouvoir. On écoute tout de suite le président turc. Laissez-moi le répéter une fois de plus. La nouvelle constitution n'est pas l'agenda personnel d'Erdogan. Un régime présidentiel n'est pas un vœu personnel. L'expérience vécue par la Turquie à travers les différents coups d'État montre le besoin urgent d'une nouvelle constitution et d'un système présidentiel. François Dorcival, un climat plus que délétère aujourd'hui en Turquie. On a vu donc ce journaliste qui a été attaqué, Kam Dündar, qui a été attaqué aujourd'hui alors qu'il s'est fait condamner quelques minutes après à 5 ans de prison, un procès politique. Dans le même temps, le président Erdogan veut aller vers un régime présidentiel. On se dirige vers un régime autocratique en Turquie. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est à se demander si le journaliste ne sera pas mieux protégé en prison qu'il ne le serait libre. C'est dire qu'effectivement, dans les rapports que ce régime entretient avec la liberté de la presse, c'est depuis des mois et des mois que cela ne cesse de se dégrader. Maintenant, quant au régime présidentiel et à la demande de nouvelles constitutions, cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est déjà au mois de février que le président Erdogan a demandé la rédaction de cette nouvelle constitution. Le président du Parlement, qui est chargé du comité de rédaction de cette nouvelle constitution, en dehors des aspects présidentiels, a posé une question qui est: j'estime que dans un pays musulman, cette constitution doit faire référence au prophète et au Coran. À la suite de quoi il a engagé naturellement un débat, mais nous verrons bien si à la sortie et dans le référendum, cette référence, en dehors même du système constitutionnel, est faite. Car dans ce cas, cela ferait de la Turquie le premier État immédiatement partenaire de l'Europe et qui souhaite ne plus avoir de visa d'entrée en Europe, le premier État de 80 millions d'âmes musulmans officiellement dans sa constitution. Et c'est gênant ? C'est gênant. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Et après, il ne faut pas s'étonner quand les Autrichiens votent pour un candidat qui siège, lui, au Parlement européen avec le Front National.
Il y a un glissement de terrain qui avait échappé à la plupart des géopolitologues. La Turquie s'est glissée tout doucement vers le continent africain. Le modus operandi adopté par Erdogan me rappelle les pronunciamientos africains dont je suis relativement familier. La Constitution ne convient pas à mon pouvoir personnel, on change la Constitution. Vous savez, la fameuse formule de Brecht, puisque le parti et le peuple ne sont pas d'accord, il nous reste à dissoudre le peuple. En l'occurrence, il n'aura pas à le dissoudre, car le peuple va approuver et massivement ce référendum. Il se reconnaît dans cette affirmation de cette turquité conquérante. Bien, maintenant, n'oublions pas ce qu'était le slogan de l'AKP, le parti dont Erdogan est le fondateur, Parti Justice et Développement. Il l'a fondé en 2001. C'était un président fort, un Premier ministre fort, un gouvernement fort. Demain, on aura un président ultra fort, un chef de gouvernement docile, un gouvernement aux ordres. Et d'ailleurs, l'un des conseillers politiques les plus influents d'Erdogan dans cette période d'effervescence a tweeté ceci. C'est très simple, ça tient en une formule. Turquie égale RTE, donc Recep Tayyip Erdogan, égale AKP, égale Parti Justice Développement. Donc il y a là une sorte de logique de centralisation et d'incarnation du pouvoir qui, selon toute vraisemblance, va réussir. Et nous, Thomaïs Papayannou, nous, les Européens, eh bien, on va fermer les yeux parce qu'aujourd'hui, on a une crise. Les Grecs sont immédiatement et les voisins. Voilà, les Grecs immédiatement voisins de la Turquie. Nous, Européens, eh bien, on va fermer les yeux. On ferme déjà les yeux parce qu'on demande finalement à la Turquie de sous-traiter la question des réfugiés. Bah oui. Donc on ferme les yeux. On ferme les yeux. C'est la réelle politique. Finalement, même s'il n'y aura pas cette affaire de visa, même si l'accord ne sera pas complètement appliqué parce que Erdogan s'y oppose quelque part, il aura ces 6 milliards probablement d'euros jusqu'à 2018. Il aura tout ce qu'il veut, ce qu'il voudra, parce que pour les Américains et pour les Européens, Erdogan, paradoxalement, actuellement, est le pouvoir stable. Les pouvoirs parce que la Turquie actuellement est menacée de tous les côtés, et la Daesh à sa frontière, et Assad à sa frontière, il fait face à ces dangers, il fait face à 2 500 000 personnes réfugiées sur son territoire. Pour nous, c'est vraiment, on est des blaireaux par rapport à ce qu'ils font les Turcs pour traiter l'affaire de migrants. Et donc, Erdogan arrange tout le monde. Donc, on va le caresser au sens du poil pour ne pas trop froisser. On a besoin de lui, donc probablement on va fermer les yeux. Même les Grecs ferment les yeux par rapport à la situation actuelle, parce qu'ils ont besoin d'Erdogan pour les réfugiés. Et le pays est ruiné, ils n'ont pas l'argent. L'Union européenne ne paye pas la Grèce pour l'affaire des réfugiés. Ils préfèrent payer la Turquie. Et même ils ont obligé même les Grecs de contribuer au financement des 6 milliards envers les Turcs. C'est vraiment surréaliste. Et donc on a besoin de... Erdogan veut devenir Poutine, comme Poutine en Russie, mais surtout pour nous, parce qu'on connaît l'histoire ottomane, il veut tuer Atatürk. Il veut tuer tout ce qui a été trait à la laïcité, la séparation entre l'État et le religieux, et réintroduit aujourd'hui du religieux dans les derrière, créer sa légende. C'est une phrase très forte, très juste. Il veut tuer Atatürk en exerçant le pouvoir comme Atatürk. Voilà. Mais en plus, en reconstituant, parce que ça c'est son côté africain et méditerranéen, en reconstituant les frontières de l'Empire ottoman. Laure, quelques dessins ? Oui. Eh ben justement, sur cet accord entre la Turquie et l'Union européenne, ce premier dessin de Emma Dajaj, on va bientôt le voir à l'écran, un dessinateur jordanien que je trouve très très beau. On voit cette poignée de main donc, entre Merkel et Erdogan, symbolisant l'accord signé autour de la question des réfugiés, contre les drapeaux qui peu à peu prennent la forme d'une interdiction. On voit derrière ces fils barbelés avec ces migrants qui sont coincés derrière ces barbelés. Je trouve que c'est un très beau dessin entre cette nuit obscure qui s'abat et puis ce rouge ensanglanté. Cet autre dessin aussi de Chapat, puisqu'on parlait justement de la situation de la presse et des médias et de la liberté d'expression. On voit qu'Erdogan occupe le terrain avec cet accord, mais pas que. Nous avons fait faire taire les critiques des médias et aussi celles de l'Europe, accord sur les migrants. Cet autre dessin de Djouk Bertram, c'est toujours très réussi. Je pense que je l'avais déjà montré
montrer tellement il est pérenne. On voit que quand même l'Europe marche vraiment sur les œufs avec ses relations avec la Turquie, parce que voilà, on en arrive à des situations aussi abracadabrantesques que le montre ce dessin superbe dessin de Chapat, avec voilà, la Turquie qui accepte de garder les réfugiés qui se dirigeaient vers l'Europe, en échange de quoi? Eh bien, en échange de quoi on parlait tout à l'heure de la réalpolitik, cette espèce de partie de poker, la partie de dupe. Tu prends, on se couche, dit l'Europe, et je te rends, et je prends 3 milliards en plus. Et puis, on a quand même ce petit bonhomme droit de l'homme qui voit ça avec un œil complètement abattu. Lui, ça le fait rire. Moi, ça me fend le cœur, ça nous le fend. À nous aussi, on parlait de ce qu'est le visage de la Turquie aujourd'hui. Le sultan Recep Tayyip Erdogan. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi et on accueille tout de suite Myriam Amelal, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce vendredi. Bonsoir Myriam. Bonsoir Vanessa. Bon, on a fait rouge-rouge, hein. Vous aussi Thomaïs Papayannou. Vous devriez vous mettre à côté de nous. Hein. Comme ça, on est vraiment tous raccords, c'est formidable. C'est pas concerté, mais bon. Non, François Hollande qui souffle sa 4e bougie à l'Élysée. C'est un peu morose du côté de l'Élysée, puisque sa cote de popularité, elle n'a jamais été aussi basse. 16% seulement de Français qui lui font confiance aujourd'hui. Hein. Oui, eh bien, vous montriez tout à l'heure la vidéo d'Hillary Clinton contre Donald Trump. Eh bien, il y a aussi des vidéos, des clips en France, notamment celle d'Alain Juppé, qui a décidé de lui souhaiter un bon anniversaire à François Hollande. Je vous propose de regarder un extrait. Ah. Voilà ce que j'ai fait depuis 4 ans. 10,2% de taux de chômage en 2016. 1 370 000 chômeurs en plus depuis 2012. Un quart des 15-24 ans touchés par le chômage. Et c'est pour ça que je veux insister aussi sur ce qui va mieux. Près de 4 millions de mal logés en 2016. Près de 3 millions d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Un Français sur 5 renonce à des soins de santé pour raisons financières. Inégalité scolaire. La France 35e sur 37 pays de l'OCDE et de l'Union européenne. Il y a plus de compétitivité. Plus de 60 000 faillites d'entreprises chaque année depuis 2012. 51,4 milliards d'euros de hausse d'impôts sur les ménages depuis 2012. Alors voilà, c'est un peu différent des vidéos d'Hillary Clinton, vous constaterez. C'est une vidéo qui est très regardée, mais il n'y a pas que Alain Juppé qui tacle François Hollande. Sur Twitter, les twittos s'y mettent aussi. Regardez par exemple ce tweet pour Hollande, 4 ans d'Élysée, pour moi 27 mois de Pôle emploi sous perfusion. Vous avez aussi d'autres tweets un peu plus drôles. Et Hollande, t'en penses quoi de ton quinquennat? Avec cette photo assez drôle. Et puis vous avez ces photos en mémoire de la France assassinée le 6 mai 2012, hollandedégage.fr. Vous avez aussi d'autres tweets, 4 ans de présidence pour Hollande, et toujours cette même question, il s'y met quand, avec bien sûr le jeu de mots s'y met. Et puis il y a des dessins par exemple Baudry dans Le Monde, avec 4 ans, Hollande qui fête ses 4 ans, avec des moyens de transport, pédalo, scooter, Rafale et Barracuda. Vous avez aussi ce dessin de Plantu que je trouve assez drôle, qui résume un petit peu les 4 ans de François Hollande en bande dessinée. Vous avez par exemple Titeuf, le zizi pour tous, ou les Schtroumpfs qui veulent, on va schtroumpfer la croissance, Snoopy, je sens la reprise, et puis aussi Spirou qui aime vivre l'ascenseur social. Donc vous avez tous ces dessins qui reprennent les 4 ans de François Hollande à l'Élysée. Et puis vous avez aussi, on a vu tout à l'heure Barack Obama en Batman, là c'est François Hollande en Batman. Tu sais Myriam, dit-il donc à Myriam El Khomri, c'est pas tous les jours facile la vie de super EO, donc c'est ce groupe de soutien pour François Hollande. Et puis, vous avez aussi ce genre de tweet qu'on retrouve: si mais Hollande n'est pas un président parfait, mais 4 ans après, qui regrette Sarkozy, sa vulgarité, les affaires Tapi, Kadhafi, etc. Et j'ai envie de dire, qui regrette Sarkozy. Et puis, il y a aussi une nouvelle affaire, puisque Nicolas Sarkozy fait aussi le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de la primaire Nicolas Sarkozy, qui tente un coup de force sur les expats. C'est ainsi que résume la presse aujourd'hui
Sarkozy, sa volonté de supprimer le vote électronique pour les expats lors de la primaire. Et vous avez énormément de réactions à ce sujet sur Nicolas Sarkozy. Donc on retrouve aussi beaucoup de critiques sur l'ancien chef de l'État, que je pourrais résumer par exemple ce tweet. Le voilà. Écarter le vote des Français et de l'étranger pour les primaires est une connerie de plus de Nicolas Sarkozy. C'est Frédéric Lefebvre qui le dit. Et puis, vous avez ce dessin qui résume un petit peu tout ce qui se dit aujourd'hui sur Nicolas Sarkozy sur les réseaux sociaux. Primaire, Sarkozy est prêt. Trump attitude. Merci beaucoup, merci Myriam. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée, très bon week-end. Tout de suite le journal sur France 24 et je vous retrouve lundi à partir de 18h heure de Paris. Très belle soirée.